Bien, alors bonsoir à chacune, à chacun d'entre vous, bonsoir à tous. Merci d'être là pour accueillir avec moi notre invitée ce soir, Adeline Baldacchino. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, soit parce qu'à la faveur de sa venue à Marly, vous vous êtes renseigné sur elle, soit parce que, indépendamment de sa venue à Marly, vous aviez déjà lu certains de ses livres, et je sais que c'est le cas de plusieurs d'entre vous ici. Je voudrais remercier Adeline d'être là et vous dire que, en ce qui me concerne, ma relation avec Adeline a commencé dans le feu et la flamme. Oui. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que je m'attendais naturellement à cette réaction. C'est le titre d'un de ses livres. Voilà, c'est le titre d'un de ses livres. Et je vais vous raconter comment j'ai découvert ce livre et comment, au fond, j'ai eu la chance de rencontrer Adeline. Je me rends dans une des librairies parisiennes que nous connaissons tous et que nous aimons tous, qui est la librairie de la Main, à côté des jardins du Palais Royal, en face du Conseil d'État. Je tombe sur un livre magnifique qui s'appelle Le feu et la flamme. Je commence à regarder ce livre et je m'aperçois que c'est un livre magnifique. Et j'achète ce livre et je repars dans la direction de la rue Cambon, Cour des Comptes. Je sors ce livre du petit sachet, je regarde mieux et je m'aperçois que sans le savoir, je venais non seulement de faire l'acquisition d'un très beau livre dont je vous recommande la lecture, mais de faire l'acquisition d'un livre écrit par une de mes collègues de la Cour des Comptes. Donc c'est quand même assez drôle. Mais ça, j'allais dire, c'est vraiment pour l'anecdote. Ce qui est beaucoup plus intéressant et important, et notamment pour ce soir, c'est de parler un peu d'Adeline, qui est une personnalité, vous allez vous en rendre compte très vite quand je vais lui céder la parole, exceptionnelle, qui peut-être puise une partie de sa puissance dans ses origines familiales, un père d'origine maltaise, mais né en Centrafrique, une maman d'origine iranienne, et une passion de vivre, une passion d'intensité qui fait qu'elle a une formation extraordinaire, parce que, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est extrêmement brillante, mais elle commence par faire de la philosophie, de l'ethnologie, et puis, à un moment donné, elle se dit, il faut peut-être aller vers des choses qui seront peut-être plus opérationnelles professionnellement, et elle se rapproche de filières plus classiques, Sciences Po, l'ENA, etc. Et elle rentre dans cette maison que nous partageons, Cour des Comptes, mais très vite s'intéresse à plein de choses à l'extérieur, la francophonie, l'Agence spatiale européenne, et surtout, j'allais dire, elle déploie, et je dois dire à quel point je suis admiratif de ce qu'elle fait, une activité tous azimuts, à la fois professionnelle, très réussie, très dense, mais littéraire, dans des genres très variés. Adeline publie des essais consacrés à des écrivains aussi mineurs que Blaise Cendrars ou Marguerite Yourcenar ou Max-Paul Fouché, parce que Le feu, la flamme, une rencontre, c'est un livre consacré à Max-Paul Fouché, une histoire merveilleuse. Je ne vous en parle pas, mais lisez-le vraiment. Elle publie beaucoup de poésie. Elle écrit dans des revues, une revue un peu libertaire, parce qu'il y a aussi ce côté chez Adeline, la revue Ballast, qui je crois malheureusement a cessé de paraître. En format papier, mais elle existe toujours. Elle est très active donc ça, sur c'est Internet. Important. Voilà, exactement. Et elle dirige aujourd'hui une collection chez Michelon, et elle a déjà, c'est quelqu'un qui est à la fois connu et reconnu, puisque, alors qu'elle est dans un âge encore très tendre, elle a déjà reçu plusieurs prix de l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques, et vraiment, rien que citer quelques titres, moi je trouve ces titres merveilleux. Paroi d'un miroir, Traduit de l'éclair, 13 poèmes composés le matin pour traverser l'hiver, De l'étoffe dont sont tissés les nuages. Rien que quand on lit ces titres, on n'a qu'une envie, et je sais qu'ici il y a beaucoup d'amateurs de littérature et de poésie dans nos associations. Je reconnais présidente de Lecture et Rencontre, je vois évidemment avec plaisir notre littéraire du Conseil scientifique, chère Bérangère Casabianca, qui est ici, puis vous tous qui partagez cette communion autour de la littérature et de la philosophie. On est là pour écouter Adeline. Je m'arrête et je crois que vous ne regretterez pas d'être venu. Quand je dis que je le crois, j'en suis sûr. Chère Adeline, merci beaucoup encore.
Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Très bonne idée. Je voudrais d'abord remercier Jean-Yves Ferraud de me donner cette chance d'être dans un si beau lieu parmi vous. Je suis effectivement voisine, puisque je vis depuis quelques années maintenant à Maisons-Laffitte. Mais je découvre encore beaucoup de la région, et avec grande joie en particulier Marly Leroy et tous ces projets culturels, parmi lesquels l'université citoyenne, dont j'ai découvert les activités récentes avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, l'énoncé du thème de la conférence de ce soir pourrait vous surprendre. Je crois qu'on s'est arrêté sur entre poésie et vie civique. Sommes-nous responsables de la beauté du monde ? Alors, certains pourraient voir cette idée de rapprochement entre la poésie et la vie civique, où j'emploierais parfois le mot d'engagement, comme une rencontre fortuite entre un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection. Vous savez que c'était la définition que les surréalistes donnaient à ce qu'ils appelaient le hasard objectif. Mais je n'irai pas jusque-là, parce qu'il faudrait alors savoir qui est le parapluie, qui est la machine à coudre, et peut-être voir dans cette salle un amphithéâtre d'anatomie, et ce serait dommage. Je vais plutôt m'évertuer à tenter de vous prouver, ou plutôt de vous montrer. Mais vous savez, depuis Reverdy, post-surréaliste, on y reviendra, qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, que la poésie et, disons, l'engagement, donc dans la vie civique au sens large, s'inscrivent sous une même étoile, et donc relèvent d'une certaine manière d'une même éthique, celle d'un certain sentiment de responsabilité, dès lors qu'il s'agit de réfléchir sur le monde, voire d'essayer modestement, et chacun à sa faible mesure, puisque chacun ne peut qu'une part, de préserver le monde. Et je vais aller encore un tout petit peu plus loin, et peut-être très ambitieux, la beauté du monde. Ce qui fait que j'irai jusqu'à parler avec un poète que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Jean-Pierre Siméon, qui a longtemps piloté le Printemps des Poètes, qui est aujourd'hui à la tête de la direction, à la tête de la collection Poésie Poche chez Gallimard, qui s'appelle Jean-Pierre Siméon. J'irai peut-être jusqu'à vous parler de politique de la beauté. Pourquoi responsable de la beauté du monde ? Je voudrais quand même peut-être commencer cette intervention en vous lisant quelques lignes. J'aime bien se mêler à la fois la réflexion un peu libre, et puis l'échange évidemment à la fin, et en même temps donner à entendre la parole des poètes eux-mêmes, des écrivains. Vous savez peut-être que Marguerite Yourcenar, qu'on connaît essentiellement pour de grands romans et une œuvre autobiographique formidable, a par ailleurs en fait été une grande poète. Un petit recueil qui s'appelle Les Charités d'Alcippe est magnifique. Mais responsable de la beauté du monde, je le tire de la page 148 de l'édition de poche, enfin folio, des Mémoires d'Adrien, où on lit la chose suivante. Adrien parle, il dit la chose suivante. Trahit sua quemque voluptas. À chacun sa pente, à chacun aussi son but, son ambition, si l'on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voulais que les villes fussent splendides, aérées, arrosées d'eau claire, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fût détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière, que les écoliers récitassent d'une voix juste des leçons point ineptes, que les femmes au foyer eussent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant, que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorants des jeux ni des arts, que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche, que le plus humble voyageur pût errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture, que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières, que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers et les temples, que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages, que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal, modeste en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou féroces. Je vais m'arrêter là, mais c'est un beau programme, à la fois pour
les politiques, on y reviendra, et pour les poètes. Alors commençons par le commencement. Et comme on l'apprenait à l'école ou au lycée, par des tentatives de définition. Parce que pour arriver à répondre à cette question, responsable de la beauté du monde, j'ai besoin d'abord d'essayer de comprendre de quoi on parle en 2022 quand on parle de poésie. Il y a des fausses pistes, mais qui sont compréhensibles et qui viennent toutes de l'éducation qu'on a pu avoir, de souvenirs d'école qui tournent autour de Ronsard, Mignonne allons voir si la rose, de Lamartine, Le Lac, un des plus beaux poèmes de la langue française sans aucune hésitation, de Victor Hugo, de Verlaine, de Mallarmé, d'Apollinaire évidemment. C'est difficile à lire, hermétique d'une certaine manière, mais c'est lui qui a eu cette formule inouïe, l'abolie bibelot d'inanité sonore, on y reviendra, c'est peut-être une manière de définir aussi une partie de la poésie contemporaine. On pense à Rimbaud, évidemment, si on va un peu plus loin, on va jusqu'à Éluard, on a L'ombre de Desnos, vous savez, ce très très beau poème, l'un des plus beaux poèmes, je crois, J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité, etc. Mais très souvent, si l'on cherche à voir jusqu'où on arrive au XXe siècle, on a du mal à aller très au-delà de ces noms-là. On a encore René Guicadou, on a peut-être Jeanne Guivic, un peu plus tardif. Et puis, disons, pour la grande majorité des gens, et bien entendu, il y a heureusement de nombreux passionnés, et peut-être parmi vous, certains d'entre eux. Et pour la grande majorité des gens, on va s'arrêter là. Et la poésie n'est plus considérée comme chose vivante, mais finalement comme un élément d'une sorte de mémoire presque patrimoniale de la culture française. Pourtant, le marché de la poésie, qui va se tenir dans une dizaine de jours, place Saint-Sulpice à Paris, si certains d'entre vous aiment la poésie et ne s'y sont jamais rendus, je vous recommande vivement d'y vagabonder pendant ne serait-ce qu'une heure. Et là, vous découvrirez, peut-être avec effarement, c'était mon cas il y a une quinzaine d'années, j'avais 17 ou 18 ans, c'était la première fois que je mettais les pieds là-bas, et l'une des premières fois que je venais à Paris. Et le marché de la poésie, place Saint-Sulpice, c'est 200 éditeurs. C'est des milliers d'ouvrages qui paraissent avec des tirages parfois très modestes, qui peuvent aller de 50 à 300, 400 exemplaires, ce qui en fait n'est pas si mal aujourd'hui, où un roman qui se vend bien, selon les éditeurs en tous les cas, c'est 3000 exemplaires, 10 000, je ne parle pas évidemment des grands succès, des best-sellers, mais du tout venant. Et la poésie, c'est aussi, en se promenant sur Internet, une constellation extraordinaire. Je donne 2 ou 3 portes d'entrée pour ceux qui se poseraient la question de la poésie aujourd'hui contemporaine, des gens qui écrivent et qui ont entre 10 et 90 ans. Vous avez quelques sites, Terre à Ciel par exemple, Recours au poème ou Poésie Baou, qui recense les parutions hebdomadaires, qui vous donne des entretiens, des interviews, des entrées critiques, et on a largement de quoi faire. C'est aussi des prix qui continuent d'exister, d'être mis. Le prix Apollinaire de la poésie. Il se trouve que j'ai rejoint le jury du prix Apollinaire l'an dernier. Il a été remis, par exemple, en 2021, à un poète tchadien, d'origine tchadienne, mais parfaitement francophone, magnifique, qui s'appelle Nimrod. Il y a un prix Goncourt de la poésie, dont vous avez peut-être entendu parler tout récemment, puisqu'il a été remis à Jean-Michel Maupoy, l'auteur notamment, parmi une œuvre assez riche, d'un très beau recueil qui s'appelle Une histoire de bleu. Et en fait, c'est un microcosme extraordinairement vivant, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire. Le Printemps des poètes, créé il y a une trentaine d'années et longtemps dirigé, je le disais, par Jean-Pierre Siméon, avait été créé sur l'initiative d'Emmanuel Hogue, qui était alors conseiller de Jack Lang, qui aujourd'hui dirige un groupe qui comprend Radio Nova et les Inrocks. Continue de faire vivre ce Printemps des poètes, vraiment tout un réseau de villes en poésie, d'auteurs qui tournent dans les écoles pour raconter ce que peut représenter la poésie aujourd'hui. Et pourtant, vous avez très peu de poésie dans les médias.
quelques émissions sur France Culture, quelques voix qui vous sont peut-être familières, Manou Farine, Jacques Bonafé. Vous avez parfois François Bunel, mais de toute façon c'est l'une des dernières émissions dédiées à la littérature à la télévision. François Bunel invite à peu près une fois par an quelques poètes, souvent Jean-Pierre Siméon, François Tcheng ou Christian Bobin, qui sont peut-être les noms qui parleraient le plus aux gens intéressés par la littérature. Vous avez dans La Croix Stéphane Bataillon et dans Libération Guillaume Le Caplin qui propose presque chaque semaine une lecture, une recension ou un poème, mais c'est à peu près tout. Et on dit parfois, et ça n'est pas tout à fait faux, qu'il y a presque plus de gens qui écrivent de poésie que de gens qui en lisent. C'est un des grands regrets des éditeurs du marché Saint-Sulpice que de se trouver assaillis de demandes sur les possibilités de publier le prochain recueil par des gens qui en fait ne regardent même pas à quoi ressemblent leurs choix éditoriaux. Et c'est ce qui explique effectivement qu'il y a dans ce milieu comme dans tous des guerres de chapelle, des guerres de clans, alors même qu'on n'est pas sur des intérêts financiers, vous l'imaginez, qui sont conséquents, mais c'est compliqué de s'y retrouver. Et on ne va pas dresser une cartographie ce soir parce que ça n'est pas l'objet de cette rencontre, mais qu'il suffise de dire qu'il existe des voix très variées dans cette poésie contemporaine, une poésie notamment de la performance pure ou quasiment, qui est héritière de la poésie sonore, des lettristes, des dadaïstes, qui n'est pas forcément facile d'accès et qui ressemble plus en fait au théâtre et à l'art contemporain. Et souvent, pas toujours d'ailleurs, mais souvent les poètes qui se réclament de cette tendance-là ont du mal à supporter les poètes qui se réclameraient plus d'une poésie lyrique, élégiaque, amoureuse de la nature, voire attentive à l'amour lui-même. Vous avez aussi toute une partie de la poésie qui est très expérimentale, mais ne relève pas forcément de la performance, qui est portée par des normaliens, notamment, attentifs à la marche du monde, mais aussi aux problèmes de versification et d'écologie. Vous avez des gens qui ont publié récemment des choses extrêmement intéressantes, comme Pierre Vinclair. Vous avez aussi, et ça relève aussi de ce champ-là, une nouvelle constellation, l'insta-poésie. Alors on dit insta-poésie parce qu'en fait c'est une poésie qui se fait, ou en tout cas qui commence sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui, d'une certaine manière, se prêtent particulièrement bien à cette forme, tout simplement parce qu'ils sont limités en nombre de signes dans le format, et au fond on se dit un vers ou deux, ça passe très bien sur une publication Facebook ou Instagram. Il y a eu d'énormes succès, des ouvrages qui se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. L'un des noms les plus connus dans ce registre-là, c'est Roupicor, qui a surgi, on ne sait pas d'où. Et puis bon, vous avez aussi une poésie plus politique, un peu engagée, qui tente de regagner ses lettres de noblesse. Ça n'est pas évident. Vous avez dans ce registre-là des gens comme par exemple Joseph Andras, que certains connaissent peut-être pour avoir lu ce Goncourt du premier roman, qui avait beaucoup fait parler de lui il y a 2 ou 3 ans parce qu'il l'avait refusé, qui consacrait un roman à Fernand Yveton qui s'appelait De nos frères blessés. Et Joseph Andras, chez Actes Sud, a quelque part profité avec intelligence de sa notoriété comme naissante comme romancier pour publier aussi de la poésie. Et il y a une citation que j'aime bien de quelqu'un qui s'appelait Serge Brindaud, qui a été très connu dans les années 60 et qui avait notamment piloté une anthologie de la poésie française, et qui disait quelque chose que je crois toujours assez juste: le double écueil à éviter, c'est d'une part le terrorisme formaliste, l'intellectualisme à outrance, la rhétorique se dégustant elle-même et allant jusqu'à se moquer de la communication, et d'autre part le populisme de pacotille, la rime aérie décorative, la chanson. Alors, je ne suivrai peut-être pas complètement jusqu'au bout. Je crois que la chanson a parfois des lettres de noblesse et très, très fort à voir avec la poésie. Mais il y a en tout cas 2 postures possibles qui découlent de cette cartographie esquissée à très très grands traits. Je crois qu'il y a d'une part une posture un peu sectaire qui récuse, insulte, envoie des anathèmes, traite les uns de mièvres, les autres d'élitistes et s'enferme dans sa micro-chapelle, au cœur de la micro-chapelle que constitue dans tous les cas la poésie. Puis il y a d'autre part une posture plus curieuse qui serait, vous le comprenez, la mienne, qui consiste à explorer, à accueillir
en essayant d'éviter malgré tout le fameux populisme de pacotille que je disais, c'est-à-dire n'en penser pas moins, se construire une esthétique à usage personnel au fil de critères de jugement sans cesse révisés sur cette ligne de crête qui concerne bien d'autres sujets, entre relativisme, tout se vaut, et universalisme, ce que j'aime vaut plus que tout le reste. Et on peut, je crois, opérer un droit d'inventaire simplement en lisant beaucoup et en évitant de mépriser. Alors, si je commence par là, c'est pour dire peut-être simplement d'où je parle, parce que ça me permet peut-être de mieux comprendre où je vais. Jean-Yves l'a évoqué en quelques mots en introduction. Bien que je fasse partie peut-être, c'est de moins en moins vrai, des jeunes poètes, je viens d'une tradition quand même assez classique. C'est-à-dire que la poésie, pour moi, passe par les livres, et non par les réseaux sociaux auxquels par ailleurs je suis attachée, notamment parce que je trouve que Facebook est un outil extraordinaire de rencontres impromptues et de ce qu'on appelle la sérendipité. Vous savez, vous trouvez quelque chose au moment où vous ne le cherchiez pas du tout, et c'est assez extraordinaire, et on se découvre, y compris dans les rues de Marly, on l'a vu tout à l'heure, des amis Facebook qu'on ne connaissait pas et qui ont lu tel ou tel livre avec lesquels on peut échanger. Mais je suis plutôt entrée en poésie par la nature, par le lyrisme, dans l'enfance, par très exactement un gros recueil qui s'appelait, vous savez, une collection du Reader's Digest qui figurait dans la bibliothèque de ma grand-mère, par un maître d'école aussi, René Collin, dont j'aime bien donner le nom parce qu'il est plus de ce monde aujourd'hui, mais il nous faisait lire chaque matin, il nous proposait de lire chaque matin un poème, et c'est le moment où j'ai commencé à vouloir en écrire en le cachant dans un recueil d'Aragon ou de je ne sais qui, et il a joué le jeu, puisque le jeu consistait à deviner qui était l'auteur, et c'est comme ça que je suis venue à la poésie, mais par le surréalisme ensuite à l'adolescence, dont je suis revenue en grande partie ensuite, parce que je crois qu'il y a des limites notamment à cette écriture automatique qui peut virer à l'hermétisme, à l'ésotérisme, et donc écarter d'une voie qui serait celle du partage aussi. Et je suis plus attentive aujourd'hui, je crois, et j'essaye en tous les cas à la puissance de la simplicité que quelqu'un comme Christian Bobin, par exemple, va très largement défendre. Et en fait, ça n'est pas du tout incompatible avec les intuitions initiales du surréalisme qui se réclamait de Lautréamont. Et vous savez que Lautréamont avait cette formule très belle où il disait que la poésie doit être faite par tous et pour tous. Ça ne veut pas dire faite n'importe comment, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir la partager, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit poésie en 2022 ? Je vais finir par répondre à cette question. En tous les cas, qu'est-ce que moi je dis ? Je parle de quelque chose qui traduit une sorte de, je crois que c'est l'une des formules les plus justes, une hésitation prolongée entre le son et le sens. C'était Paul Valéry. Il y a 1000 définitions de la poésie, et d'ailleurs il y a un livre assez incroyable que je vous recommande fortement si vous vous intéressez à ces sujets. C'est Gérard Pfister chez Orphéienne qui a publié une sorte de recension qui s'appelle de toutes les définitions de la poésie. La poésie, c'est autre chose. C'est Guy Vic qui disait ça. C'est 1001 définitions de la poésie. Vous avez une formule extraordinaire. C'est un puits sans fond. La poésie est ce qu'il y a de plus réel. C'était pour Baudelaire. Une autre que j'aime beaucoup, Reverdy, je vous disais tout à l'heure, la poésie, celle-là, écoutez-la bien parce que je crois qu'elle est très très juste. La poésie est à la vie ce que le feu est au bois. Elle en émane et le transforme, d'où la formule qu'il a dans ses carnets, consistant à dire que le poète est un four à brûler le réel. J'aime beaucoup cette image, un four à brûler le réel, qui n'est pas si loin, je trouve, de Kafka. Vous connaissez peut-être cette formule, on entend de plus en plus, Kafka sur la littérature en général, cette fois pas sur la poésie, disant « Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». Voilà. Et du côté de la glace et du côté du feu, on retrouve la même intuition. Si on veut explorer ce monde des définitions de la poésie, j'ai pris avec moi, parce que c'est un texte un peu introuvable, enfin en cherchant bien, on y arrive toujours, et je vous recommande, parce que personne n'en parle, et en fait il est extraordinaire. Thomas Green, ce sont des conférences et leçons données au Collège de France, ça date des années 90. C'est un professeur de littérature anglaise et comparée à l'université de Yale qui a écrit sur les rapports entre poésie et magie. Et je vais passer vite sur les développements un peu compliqués qu'il fait, mais il aboutit à une forme de définition où il explique que la poésie, d'une certaine manière, parce qu'elle est héritière
d'un rapport magique au langage, qui était celui, au fond, des chamans, et qu'elle a donc un lien au sacré, voire au religieux. La poésie, c'est peut-être cette forme de langage qui continue à vouloir nous toucher au plus profond, à l'endroit où rien d'autre ne peut nous toucher, tout en ayant compris qu'elle ne détenait pas tous les pouvoirs et en ayant renoncé à une partie de ses pouvoirs. Il dit de la poésie, il nous reste un texte qui se comporte comme si, ce comme si est très important, comme si il était doté d'efficience magique, du pouvoir d'invoquer, de lier et d'enchanter, mais qui en même temps renonce implicitement à ce pouvoir, révèle une nostalgie du signe qui lie, tout en acceptant avec plus ou moins de grâce les faiblesses de la disjonction post-magique. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on ne peut pas véritablement changer le monde avec des mots, ce serait magnifique, mais je crois qu'il faut avoir l'humilité de réaliser que ça n'est pas possible, et que cependant, le fait de continuer à y être attaché et à faire comme si on pouvait, ou il pouvait peut-être contribuer à, c'est cette figure qu'on va explorer, celle de l'asymptote, contribuer à changer le monde, alors ça faisait sens de continuer à s'intéresser à la poésie et à la littérature. C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui toujours donc des refuges, des lieux, des revues dans le monde de la poésie contemporaine qui se réclament de cette idée qu'on peut être aussi inutile que la pluie. Vous savez, c'est la formule de René Guicadou, la poésie est aussi inutile que la pluie. Vous voyez bien évidemment l'ironie qu'il y a là-dedans. Poésie qui donc sert à quelque chose, mais à quoi? Eh bien, peut-être à l'essentiel. À mieux vivre, disait Saint John Perse vous savez qu'il y avait une enquête 1919 des surréalistes. Pourquoi écrivez-vous? Il y a deux réponses qui m'ont toujours marqué. Saint John Perse répond pour mieux vivre. Et puis, vous avez Desnos qui répond pour donner rendez-vous. Vous voyez, sur ce fameux rendez-vous autour du Feu, la Flamme et de Max Paul Fouché dans une librairie, au hasard des rencontres que l'on n'attendait pas, c'est l'un des objets, l'une des raisons, en tous les cas, de faire poésie. Alors donc, la poésie, pour moi, c'est quoi? C'est ce qui provoque une émotion. Cette émotion appelée poésie, titre d'un très beau texte à moitié théorique, à demi poétique de Pierre Averdy. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, là encore je donne des pistes, mais je pense que c'est important pour pouvoir prolonger ce moment de bien d'autres. Vous avez une revue, par exemple, qui est aussi une maison d'édition qui s'appelle Les Hommes sans épaules, qui se réclame du manifeste émotiviste et qui poursuit le cheminement engagé par les surréalistes, puis après eux par l'école de Rochefort, dans un registre très différent, et qui justement revient à une forme de simplicité de la parole. Les Hommes sans épaules tirent à quelques centaines d'exemplaires pour chacun de leurs recueils et de leurs revues. Je vous recommande d'y jeter un œil. C'est d'une richesse incroyable, avec un réseau international formidable. Et donc, leur manifeste émotiviste dit bien que la poésie, c'est ce lieu qui peut produire un moment d'illumination, d'une certaine manière. Il y a plein de notions ou de concepts qu'on peut rattacher à ça. Le satori, le apax existentiel, dit Jankélévitch, une forme d'évidence verticale, de moment arrêté dans le temps, au détour d'une formule qui vous permet d'un coup d'atteindre une forme d'évidence. C'est René Char qui dit « Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'éternel ». Je crois que c'est l'une des formules les plus justes pour définir ce moment très particulier que l'on peut rechercher à la lecture ou à l'écriture d'un poème. Et ça relève de quoi? Ça relève d'une forme de spiritualité, finalement, très indépendante de la religion au sens historique, institutionnel qu'elle porte, quelque chose de laïque, quelque chose que Max Paul Fouché, encore lui, je ne vais pas revenir sur son parcours, ça prendrait trop de temps, mais il m'a intéressé parce qu'il était à la fois poète et passeur, grand passeur, critique d'art, homme de télévision, participant aux premières émissions Lecture pour tous des groupes et du Maillet, et qu'il a essayé de tenir cet équilibre ensemble. Et Max Paul Fouché se disait agnostique, mystique. Et il ne reculait pas devant le mot de mysticisme, à une époque où, en fait, ça pouvait déjà faire peur et où
ces réseaux intellectuels et amicaux pouvaient avoir tendance à lui reprocher de s'intéresser à ce rapport de la poésie à la spiritualité. La poésie, en ce sens, permet de traduire du silence. C'est Joé Bousquet qui disait ça, le poète immobile de Carcassonne. Traduire du silence, ce qui ne peut pas être dit autrement. Alors, vous allez me dire, on est en train d'atteindre les parages de quelque chose qui ressemble fortement au développement personnel. Alors, est-ce que la poésie est un outil de développement personnel ? Certains le pensent, certains le pratiquent. Je n'exclus pas que ça devienne une niche intéressante en librairie. Moi, je ne crois pas. Et je ne crois pas pour une raison finalement assez simple, mais que j'ai mis du temps à identifier. Et c'est une raison que Vladimir Yankelevitch explicite assez bien dans des très très beaux entretiens qu'il a donné à Béatrice Berlovitz. Ça s'appelle Quelque part dans l'inachevé. Alors si vous avez envie de lire un jour du Yankelevitch, qui n'est pas toujours facile d'accès, je crois qu'il faut commencer par ces entretiens. Quelque part dans l'inachevé, c'est limpide, c'est magnifique. Il y parle de musique, de rapport à la littérature, à la poésie, au temps en particulier, au temps, un sujet qu'il a hanté pendant très longtemps. Et il s'intéresse à la notion d'extroversion, c'est-à-dire ce qui fait que l'on doit être tourné vers l'extérieur et donc vers l'autre. Il a cette formule magnifique, longue formule, mais je vous la donne là encore. Ne vaut-il pas mieux laisser la conscience et les organes à leur véritable vocation, qui n'est pas le repliement maniaque sur soi, mais le don de soi et l'extroversion aventureuse. La sérénité ne se trouve pas dans la conscience confinée, mais dans l'élan de l'intention intransitive. Et donc, je vais un peu vite, mais l'idée, c'est que cette fameuse sérénité ou cet accord avec soi-même que certains vont chercher dans les 4 accords Toltec et tous les rayons de développement personnel que l'on peut trouver en librairie, en fait, peut-être qu'elle ne se trouve pas dans ce fameux repliement sur soi qui conduit tant de gens, et je pense que vous en avez autour de vous, qui disent « Oh là là, je ne me suis pas assez occupée de moi-même, et maintenant il faut que je me consacre un peu, enfin, à moi-même », ce qui est d'ailleurs parfois vrai. Mais c'est souvent aussi parce que, justement, ils ne s'occupent pas forcément assez de ce qui se passe soit dans leur entourage proche, soit dans le vaste monde, qu'ils ont du mal à trouver cette forme de sérénité en étant enfermés dans ce repliement sur soi qui fait de chaque détail un monde ou une impasse. Et donc la poésie serait plutôt de l'ordre de ce qui permet d'exister mieux, oui, plus intensément, plus profondément, plus sereinement, mais avec les autres et parmi eux. Et pourquoi cette si longue tentative de définition initiale de ce que j'entends par poésie quand je parle de poésie? C'est parce qu'ils me permettent d'aboutir à ces 2 mots-clés qui vont constituer pour moi un pont, le lieu du lien, si vous voulez. J'ai dit à un moment donné, presque en passant, laïque. J'ai dit à un moment donné, presque en passant, extroversion, altruisme avec les autres. Et vous voyez bien que là, on est dans un vocabulaire qui est en fait celui de la cité. Pas vraiment de la théorie politique. On n'est pas dans la théorie politique. Il faut prendre le temps de tirer quelques fils dans cette pelote qui se fait et se défait sous nos yeux. Mais c'est tout l'intérêt du jeu, dans l'existence de la flexibilité, de cette souplesse dans l'interprétation qui permet de s'approcher en tournant beaucoup de quelque chose qui ressemblerait à la vérité. La politique, donc, un lieu pour vivre ensemble et se parler, ou plutôt s'écouter. Tout ce que des philosophes contemporains comme Habermas ont pu essayer de développer autour des concepts de démocratie délibérative, d'éthique de la discussion et de la communication, tout ce qui a fait sens dans le concret, dans le réel, autour justement des conseils de quartier, des grands débats, etc. Vivre ensemble en même temps, souvent on se dit bon, c'est facile, c'est devenu une espèce de formule à l'emporte-pièce, mais pas tant que ça, parce que politique, ce qui fait que nous sommes réunis, y compris ce soir, politique et non partisan. Et ça n'est pas seulement un hommage au gaullisme de Jean-Yves Perrault que je veux faire là, mais c'est vrai que si l'on prend une figure politique par excellence comme celle de De Gaulle, on voit bien que si elle a marqué l'histoire de France, c'est parce qu'elle va chercher dans les tréfonds de cette histoire des ressorts beaucoup plus profonds que ceux des intérêts
partisan. Et que même ceux qui avaient des choses à lui reprocher, Max Paul Fouché d'ailleurs en faisait partie, ceux qui craignaient une dérive autoritaire du régime, etc., lui ont toujours reconnu ça, une forme de grandeur et de panache dans le recours à cette idée que par-delà les divisions partisanes, il y a un commun possible, rassemblant finalement la rose et le réséda. Vous savez, c'est ce poème d'Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, qui est un poème emblématique de la résistance, qui est dédié à Guy Môquet le communiste, à Honoré d'Estienne d'Orve. Mais il y a là un vrai point de conjonction qui permet de construire, je crois, ce lien entre poésie et politique. Et puisqu'on parle de résistance, la politique n'est pas que le lieu du vivre ensemble, mais aussi, je crois, celui du courage. Celui de dire non à la barbarie, à ce qui la prépare, à ce qui l'invite de nouveau, régulièrement, en permanence, dans nos existences, malgré les der des der, plus jamais ça, etc. On voit bien que ça revient toujours. Mais tout courage procède de l'intuition et des convictions. Alors l'intuition, le problème, c'est que elle est là ou elle n'est pas là. Elle s'élève parce qu'elle vient de qui nous a élevés, mais au fond, elle fait partie de ces choses qui ne dépendent pas directement de nous. On peut seulement la nourrir par la culture et l'éducation. En revanche, les convictions, elles, nous travaillent, changent et s'affinent à condition d'en prendre conscience. C'est là qu'on revient aussi à René Char, cette lucidité, cette blessure la plus proche du soleil, puis de vérifier que ce à quoi nous tenons, tient en soi. D'où l'idée que le courage, ça n'est pas seulement le sentiment qu'on est prêt à perdre qu'on est prêt à tout sacrifier, mais c'est parfois aussi effectivement être prêt à perdre sa liberté physique pour gagner sa liberté de conscience. Max Paul Fouché, sur sa tombe, fait écrire ces quelques mots qui sont très beaux. Il aima la liberté. Et petite incise, je me souviens d'avoir travaillé avec un haut fonctionnaire qui était devenu un ami, qui avait eu un parcours assez exceptionnel, à la fois comme diplomate et comme fonctionnaire à l'intérieur. Il avait été directeur de cabinet de plusieurs préfets dans des lieux un peu sensibles. Il est devenu un gilet jaune ardent. Vous voyez, on peut avoir plein de casquettes dans la vie. Et il avait une très très belle formule. Il vaut mieux se tirer une balle dans le pied que dans la conscience. Je crois que les poètes servent aussi à nous rappeler ça. Ça n'est pas un hasard si c'est Max Paul Fouché qui publie le poème Liberté d'Éluard dans sa revue Fontaine pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, en même temps, publie des éditos dans cette revue, l'un des premiers éditos de la revue Fontaine. Nous ne sommes pas vaincus, alors même que la France vient de perdre en race campagne et qu'on connaît ce qui s'est passé. Et il défend la poésie, qu'il qualifie d'exercice spirituel, comme élément à part entière d'un combat indistinctement intellectuel et physique. C'est-à-dire que je crois qu'on peut penser en même temps les poètes casqués, comme disait Segers notamment, qui a rassemblé beaucoup de textes engagés de la Seconde Guerre mondiale dans des anthologies, les poètes casqués et les poètes d'une tradition qui se rattache plus à celle de la traduction du silence, d'un rapport spirituel à la liberté, qui en fait nourrit le premier. Alors il y a encore autre chose en commun, je crois, entre la poésie et la politique, quelque chose qui permet de remplir ces deux conditions-là préalables qui peuvent demeurer des coquilles vides si on n'y met pas assez d'imagination. Le commun, c'est très bien, le courage, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Enfin, au service de quoi, plus exactement ? Et quelque chose qui rapproche encore la politique de la poésie, c'est la puissance du discours. Qu'en dire, c'est faire. Vous savez que c'était le titre d'un livre d'un philosophe anglo-saxon qui s'appelle Austin et qui a inventé la notion de discours performatif, l'idée que quand on dit quelque chose, on le fait exister ou qu'on le fait advenir, et qu'il y a donc un rapport entre la chose qu'on dit et la chose qui se passe dans le réel. C'est très proche de ce que Mallarmé dit quand il a ses vers, par exemple, « Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. » Je dis fleur, et se lève l'absente de tout bouquet. Parce que De Gaulle dit que la France existe, elle va continuer à exister. Et vous avez quelqu'un comme Ursula Le Guin, j'aime bien faire aller
du coq à l'âne, comme on dit, ou par Mons et par Gambade. Je sais que c'est une formule chère à Jean-Yves et à Montaigne. Ursula Le Guin, c'est une écrivain américaine que certains d'entre vous connaissent peut-être, écrit de la science-fiction. Vous allez dire, pourquoi? Quel rapport? Elle a exploré notamment des figures utopiques liées aux idées libertaires et anarchistes. Et elle a écrit tout un cycle romanesque qui s'appelle le cycle de Terre-Mer. C'est une sorte de Tolkien un peu modernisé. Mais surtout, il y a une notion qui n'existe pas chez Tolkien, où l'essentiel se passe évidemment autour de la quête de l'anneau magique qui incarne le mal. C'est l'idée, dans le cycle de Terre-Mer, que les magiciens sont toujours à la recherche du mot juste, qui est un mot secret. Et ce mot secret a pour particularité ou pour propriété d'agir sur le monde au point de permettre de le changer. Je crois que c'est la parfaite métaphore, là, du travail commun du poète et du politique. Alors, une fois qu'on a dit ça, la boucle n'est pas bouclée. On a du commun, on a du courage, on a un discours qui porte sur de l'imaginaire, la puissance du discours, un imaginaire qui a une représentation du monde que nous désirons et qui donc peut éventuellement le faire advenir. Mais quel discours? Un discours consacré à quoi? Est-ce que c'est un discours de faux magicien qui serait en fait un vrai sorcier? Un discours qui nous dit ce que nous désirons entendre et qui va nous bercer d'illusions? Et c'est pour ça qu'on se méfie tant de la magie, de la notion de magie, de la poudre de perlimpapin, de tout ce qu'on nous raconte en nous faisant croire que... Ou un discours de magie blanche, j'aime bien cette notion et cette idée, qui permet de réinventer le monde en montrant qu'il existe des alternatives. C'est-à-dire que si on sort un lapin du chapeau, c'est qu'on avait d'abord su comment on allait le cacher pour le faire surgir au moment clé. Que si on s'échappe d'un tonneau qui est fermé à double ou à triple tour, c'est qu'en fait, on avait mis de côté une clé ou un instrument qui permettait de l'ouvrir. C'était Houdini, le magicien Houdini, un Américain d'origine juive d'Europe de l'Est, qui avait notamment développé ses capacités extraordinaires à s'échapper d'absolument n'importe quelle pièce, cage ou tonneau dans lequel on pouvait l'enfermer. Et j'ai à un moment donné travaillé sur cette figure-là que je trouve intéressante comme métaphore, cet éloge de l'escapologie. L'escapologie, c'est la capacité de s'échapper de n'importe quelle pièce, mais de n'importe quelle idéologie aussi. Et donc, de travailler sur une sorte de discours exotérique qui irait à rebours du discours ésotérique. Le discours ésotérique, vous le savez, c'est le discours secret, le discours dont seuls quelques-uns, une petite élite, détient les clés. On garde caché quelque part dans un tiroir à usage personnel de ses amis, de son clan, de son parti, quelques formules secrètes qui sont censées pouvoir agir sur le monde au fin de satisfaire les intérêts du clan en question, mais souvent en écartant, voire en trompant les autres. Eh bien, je crois qu'on peut, à contrario, imaginer comme rôle, et pour le poète et pour la politique, le devoir de travailler sur un discours exotérique, c'est un discours qui donnerait les clés de ce qu'on raconte, qui expliquerait pourquoi on pense que l'on peut faire autrement, penser autrement, écrire autrement. Écrire autrement, c'est-à-dire faire ce pas de côté, qui est en fait le cœur de l'action poétique. Un discours qui ne trompe pas, mais qui ouvre, qui est un discours finalement de poète ingénieur, vous voyez, j'aime bien rapprocher toujours les mots qu'on refuse de mettre ensemble. Poésie politique, poétique ingénieur, utopie, mais concrète, politique de la beauté, voire politique de la joie. C'est le titre que j'ai donné à un de mes derniers textes que je consacrais à un situationniste aujourd'hui injustement oublié qui s'appelle Raoul Vaneigem. Et je vais enfin y arriver, peut-être, à boucler ma boucle. Comme je suis attachée à la figure du funambule qui essaye d'avancer sur la ligne de crête, je tiens beaucoup à deux autres figures. L'asymptote. L'asymptote, vous savez, c'est ce qui tend vers, c'est cette ligne qui va vers quelque chose mais qui ne l'atteint jamais. Et l'oxymore, le moment où on utilise deux termes qui apparaissent contradictoires, je le disais, mais ça permet souvent de rassembler, de subsumer, voire de surmonter. On ne va pas aller jusqu'à être nietzschéen, mais on pourrait. Et je crois que la poésie, comme la politique,
sont l'épreuve moderne de notre impérieux besoin de consolation, besoin de magie. Vous savez qu'il y a ce titre de Stig Dagerman, qui était un intellectuel danois, très beau titre, « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Cet insatiable désir de poésie est aussi un insatiable besoin politique de changer le monde. Si nous cherchons à faire quelque chose quand on écrit, à faire quelque chose quand on se rassemble pour parler de ceux qui écrivent ou avec ceux qui écrivent, c'est parce qu'on ne parvient pas à rester passif devant la souffrance, devant l'évidence de la catastrophe qui advient toujours d'une manière ou d'une autre autour de nous, mais évidemment en parler dans ces moments si particuliers de crise et sociale et politique, ça prend encore plus de sens. Et nous avons besoin donc de partager quelque chose qui permette de surmonter ce désespoir pour retrouver une forme de joie. Or, la joie, elle procède aussi de la beauté et du rapport à la beauté et de ce que la beauté peut nous apporter de joie. Si nous sommes un peu responsables de créer de la joie pour nous-mêmes et autour de nous, alors nous sommes tout autant responsables de la beauté, d'où cette notion de politique de la beauté, qui en fait se rattache à une réflexion amorcée, mais surtout, en tout cas formalisée en tant que telle au XIXe siècle, par William Morris, qui était l'héritier d'une grande famille plutôt riche, de gens rentiers, qui disposaient d'usines. C'était l'époque de la révolution industrielle en Angleterre. Mais William Morris, scandalisé par l'état des classes ouvrières et miséreuses autour de lui, se dit « ça n'est pas possible que moi je vive dans un si bel environnement alors qu'autour de moi, tant d'autres ne peuvent en bénéficier ». Et c'est un socialiste libertaire qui va militer beaucoup, mais aussi travailler autour de l'idée que les objets de la vie quotidienne, les objets qu'on emploie, mais aussi les objets en fait de décoration, les tapisseries, les rideaux, etc., les objets que l'on utilise dans la cuisine, dans le quotidien, ont vocation à être beaux, peuvent et doivent l'être, parce que s'ils le sont, alors ils apporteront un peu de cette joie qui, là encore, est la condition d'un rapport au monde apaisé, et qu'il ne peut pas y avoir politique sans rapport assumé et volontaire à la joie, et qu'elle ne peut procéder que et exclusivement du désespoir et donc de la colère. Et je crois que c'est un peu ce que veut dire l'empereur Hadrien dans ce court extrait que je vous lisais en introduction, quand il dit « je me sentais responsable de la beauté de ce monde », et que ça n'est pas indifférent que ce soit un empereur que Marguerite Yourcenar ait fait parler ici, l'archétype du politique, évidemment, mais d'un politique qui assume le devoir de penser aussi en poète. Et nous dit que nous sommes responsables de la beauté, cette chose qui nous dépasse. Elle n'appartient à personne, mais tous peuvent y contribuer ou lui nuire. Si on peut donc aller dans un sens ou dans l'autre, on peut agir. On a ce jeu, cette marge d'action, une action susceptible de produire des effets sur le monde qui nous entoure, et qui fait que rien de ce qu'on fait n'est indifférent à ce que le monde devient. Et là se noue, à l'intersection du poétique et du politique, du spirituel et du matériel, de l'émotion et du sens, du désir et de sa réalisation, quelque chose, un rapport. Ça n'est pas un hasard si René Char dit « le poème est l'amour réalisé du désir, demeurer désir ». C'est une formule en apparence comme ça très énigmatique, et Char en a beaucoup, et parfois je trouve qu'il va trop loin dans l'hermétisme. Mais celle-là, en fait, on finit par se rendre compte, je crois qu'elle dit quelque chose. Le poème est l'amour réalisé du désir, demeurer désir. Comment pourrait-on le traduire ? Je propose une possibilité, évidemment, il y en a plein d'autres, mais c'est aussi dire que le poème, c'est le lieu de l'extrême fidélité à ce que nous rêvions d'être avant de renoncer, avant de nous compromettre, avant de se dire que finalement, on n'y peut rien. C'est le lieu de la fidélité, c'est le lieu du rappel, de l'appel, disait Max-Paul Fouché, qui a écrit tout un recueil ça magnifique qui s'appelle Appel, les appels, qu'il y a toujours un écart à combler entre ce que je suis
et ce que je désirais être, qui ne passe pas nécessairement par l'infidélité ou l'abandon de ses rêves, mais au contraire par la transmission peut-être des leçons que l'on peut tirer de ce que l'on a réussi ou de ce que l'on a manqué. Alors j'en viens à une forme de conclusion qui sera provisoire, évidemment, parce qu'elle ne peut que l'être sur de pareils sujets. Je crois que le poète, ce qu'il a d'intéressant, ce qu'il a à nous apporter, c'est qu'il procède par analogie, parfois par citation, je l'avoue, pour atteindre à la vérité, par cercle concentrique aussi, par saut et par gambade, on le disait. Mais l'intérêt de cette manœuvre, c'est qu'en faisant ça, il ne cherche pas à l'enfermer, il cherche à l'approcher. Cette figure de l'asymptote, je le disais. Et les magiciens ont toujours la clé qui permet d'ouvrir les cages dans lesquelles on essaye d'enfermer nos certitudes. Responsables, nous le sommes, sans aucun doute, peut-être pas complètement de la beauté du monde, mais au moins du refus raisonné de voir le monde perdre sa beauté. Être responsable, ça ne veut pas forcément dire crier au loup, jouer sur les peurs face à la fin du monde, culpabiliser chacun pour dédouaner tout le monde. Je ne crois pas que ça soit non plus se croire irremplaçable ou plus pur que tous les autres, c'est même extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, cette réflexion sur les risques du sectarisme et de la pureté en politique est très proche de celle de certains poètes comme Pablo Neruda, qui a écrit des textes sur la poésie impure. La poésie impure, c'est justement celle qui se mêle du monde, et de dire aussi qu'on ne peut pas prétendre détenir une vérité plus juste ou supérieure à celle des autres, mais qu'on peut essayer d'indiquer une voie. Je crois en revanche qu'être responsable, ce serait savoir qu'il tient à nous de participer à la réparation du monde. J'aime bien cette notion de réparation du monde. On peut la rapprocher d'une très belle notion juive qui est celle du tikkun olam. L'idée qu'on peut, par sa pratique, par ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on partage avec les autres, que l'on peut donc faire un peu de bien au monde. Et concrètement, je crois que le poète n'a aucune légitimité particulière à faire de la politique. Ce serait un autre débat, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Il y a eu des aventures politiques, celle d'Annunzio dans la République de Fiume, celle de poètes communistes qui se sont complètement égarés dans une poésie de propagande, qui ont fait que quelqu'un comme Benjamin Péret, par exemple, était très hostile à l'idée que le poète puisse faire de la politique ou se mêler de politique, et qu'au contraire, il devait s'en tenir le plus à l'écart possible, parce qu'il serait extrêmement dangereux. Et donc, je crois que c'est le même débat, en fait, que celui qui se pose au sujet des rapports plus larges entre l'esthétique et la politique. On sait que les régimes qui ont voulu se mêler de régenter l'esthétique ou d'en définir une, tout en écartant ce qu'ils considéraient comme dégénéré, ne sont pas vraiment des modèles à suivre. En revanche, si je ne crois pas que les poètes ont vocation à devenir des politiques, je suis assez persuadée que les politiques devraient se souvenir que ce droit à la beauté, cet insatiable besoin de consolation et de magie, est complètement légitime. Et qu'il ne faut pas le rejeter dans les abîmes d'une sorte d'irrationalité vaguement mystique, vaguement religieuse, qui serait le signe d'une incapacité à se hausser à la hauteur des enjeux technocratiques qui permettent de gérer le monde. Il y a une illustration assez intéressante sur ce sujet qui nous revient souvent de l'opposition entre la raison et l'irrationnel. On cite Goya, Goya qui a notamment, vous savez, réalisé des planches, des gravures, les caprices. Et on parle souvent de celles qui nous montrent des monstres, et qui est sous-titré « Si le sommeil de la raison enfante des monstres ». Mais en réalité, le manuscrit du Prado, dans lequel figure cette gravure, contient, moins connu, une explication du contenu de cette planche, de la main de Goya. Et Goya, en fait, avait écrit dessous « L'imagination sans la raison produit des monstres impossibles ». Là, on y est. Mais il y a une deuxième partie de l'explication de texte de Goya. Unie avec elle, elle est mère des arts et à l'origine des merveilles. L'imagination sans la raison, c'est les monstres, mais l'imagination unie avec la raison est mère des arts, de tous les arts, et à l'origine des merveilles.
Je crois que le poète nous rappelle sans cesse que la révolution, elle est étymologiquement, vous savez, c'est la révolution des astres en réalité, et que si on peut se fourvoyer dans l'histoire humaine, évidemment, et les révolutions de tous ordres en ont été la preuve par leur fin rarement heureuse, il nous appartient quand même d'avancer sans illusion mais sans renoncement vers une société qui cesse de nier l'importance vitale et quotidienne en réalité de la beauté, cette tradition que j'évoquais depuis William Morris, mais aussi de l'émerveillement en réalité. Un émerveillement qui peut et qui doit aller de pair avec une réflexion beaucoup plus classique sur la justice sociale. Et j'ai envie de conclure avec les mots du poète, avec ceux de René Char, poème intitulé « Présence commune ». On ne peut pas faire plus politique d'une certaine manière comme titre, ça pourrait être le nom d'un parti ou d'un mouvement. Et il a ces deux vers magnifiques. Hâte-toi de transmettre. Transmettre quoi? Ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Il écrit ça, à toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Le poète nous le rappelle, et c'est sans doute sa plus grande fonction sociale, renvoyant aux origines chamaniques en réalité de la poésie. Aucune de ces trois parts n'ira sans l'autre. Je vous remercie. Alors, il y a un micro qui va circuler. Merci beaucoup à Adeline de l'extrême richesse de son propos, foisonnante. Moi, j'ai été, comme vous, je pense, fasciné par un propos qui, à la fois, jaillit avec une telle ferveur, m'a permis, je n'engage que moi, de mesurer les profondeurs abyssales de mon ignorance, mais de conserver la petite espérance qu'avec des rencontres comme celle-ci, je pouvais en guérir au moins d'un petit peu. Et donc, voilà, je dis ça pour que chacun d'entre nous, en tout cas, se sente aussi à l'aise que possible dans la suite de la soirée, parce que je vous avais un peu prévenu, mais je pense que vous l'avez senti, avec Adeline, la barre est très haute. Bon, mais c'est très bien. Et heureusement qu'il y a des gens comme elle dans sa génération et dans cette capacité qu'elle incarne assez bien par son propre parcours. Hein. Si quelqu'un peut parler, j'allais dire, utilement et de façon pertinente, non seulement par la richesse de ses références et par la qualité de sa réflexion personnelle, qui est vraiment très impressionnante, mais aussi par tout simplement son parcours humain, professionnel et j'allais dire à la fois poétique et politique, si tu me permets cette facilité, c'est bien elle. Donc maintenant, les questions sont là pour que vous rameniez peut-être Adeline vers vous, si vous en ressentez le besoin. Je pense que c'est bien qu'on aille vers elle. Je pense qu'elle nous réserve d'ailleurs une petite surprise de lecture parce que je crois qu'elle n'a pas tout à fait épuisé ce qu'elle veut nous lire. Enfin, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc maintenant, allez-y parce que je crois que ce qui est intéressant, ce sont vos questions et comme elle l'a dit elle-même, c'est cette partie de l'échange dont nous attendons tous vraiment beaucoup. Oui, les poètes ont souvent choisi des modes très courts d'expression. Par exemple, les haïkus. Par exemple, bon. Alors que les politiques sont, à mon avis, très souvent très longs dans leur discours. Donc, est-ce que c'est pas déjà une grande différence entre les deux? Bon, alors, vaste question. En même temps, on pourrait se dire que le politique fait de très longs discours, mais c'est vrai que souvent, on n'en retient qu'un slogan, finalement, ou qu'une formule. Bon, la force tranquille, c'est un assez bon... C'est même pas un haïku. Donc, en fait, les poètes, on se rappelle, en effet, de tel ou tel poème, mais ils peuvent être terriblement longs. Hein. Ils savent très bien disserter à n'en plus finir autour de leur poésie. Donc je ne sais pas si on peut faire cette opposition-là, mais il est certain que c'est une piste intéressante parce qu'elle nous donne à entendre que les politiques auraient sans doute intérêt, je crois, pour toucher les gens et toucher à l'âme et se rapprocher un peu de cette capacité à provoquer des émotions qui est celle de la poésie, à faire plus court, mais surtout plus juste en réalité. Parce que qu'est-ce qu'on reproche au discours du politique? C'est même pas tant d'être long que d'être creux.
voire menteur. Et évidemment, c'est là que tout de suite, on pense tous à la notion, à l'idée de langue de bois. La langue de bois, c'est l'antithèse absolue du discours, de la poésie, en tous les cas, de ce dont la poésie se réclame. Elle veut être quelque chose qui touche à l'essentiel. Oui, oui. Mmh. Bien sûr, ouais, ouais. Je veux dire, René Char, dans ses, je ne sais plus le terme, mais il a en une phrase ou deux phrases dit des choses passionnantes. Et c'est pas de la poésie d'ailleurs, généralement c'est juste une phrase de réflexion. Ouais, je pense que c'est une vraie piste, l'idée qu'en réalité, ce que l'on peut attendre aujourd'hui du discours politique, c'est moins la capacité à parler sans fin sur tout et n'importe quoi en offrant un discours creux, habillé des mots-clés qui permettent de croire, qui permettent en tous les cas d'essayer de satisfaire tout le monde. C'est un peu ça la problématique du long discours de 15 ou 20 pages. C'est qu'on veut en donner un peu pour la gauche, on veut en donner un peu pour la droite, on saupoudrait pour chacun des intérêts partisans. Mais au final, si on demandait, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire en le résumant en deux phrases, le problème, c'est que souvent, malheureusement, on ne le sait pas. On n'a pas pris le temps de se poser pour faire cette synthèse-là. Et donc, c'est pour ça que j'insistais sur l'idée que les poètes n'ont pas forcément vocation à faire de la politique, mais qu'en revanche, si les politiques s'inspiraient plus de la poésie à la fois pour construire leur armature intellectuelle, intime, personnelle, mais aussi pour comprendre que si la poésie dispose d'une telle puissance, c'est parce qu'elle touche juste en peu de mots. Alors effectivement, on pourrait peut-être espérer des choses plus intéressantes. Il me semble que par deux fois, vous avez effleuré un rapport entre poésie et mysticisme. Oui. Pourriez-vous développer un peu sur le mysticisme et le rapport possible avec la poésie? Merci. Bon, alors beaucoup de choses. D'abord, il est souvent arrivé que les mystiques eux-mêmes soient des poètes, ou en tout cas que la poésie mystique nous touche. Saint-Jean-des-Vilains, il y a un rapport du mystique quand il va explorer les tréfonds de l'âme humaine, de l'obscurité qui l'entoure et de la lumière qu'il recherche, qui est assez proche de la quête poétique. Des gens comme Joël Bousquet, j'en parlais, qui a été ce poète immobilisé par un éclat d'obus au cours de la Première Guerre mondiale et qui a passé des années sur son lit à Carcassonne, entouré d'amis qui venaient lui rendre visite, tous les amis de la NRF qui venaient lui rendre visite. Il a passé l'essentiel de son œuvre à explorer aussi ce lien entre les questions spirituelles et métaphysiques et ce que la parole poétique, par sa forme qui ne s'impose peut-être pas toujours d'être liée à un sens immédiatement compréhensible et perceptible, permet d'effleurer. Donc il y a ce rapport de gens qui commencent, qui viennent à la poésie par le mysticisme, et puis il y a l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui en fait entrent en poésie parce que quelque chose les attire ou les rend curieux dans cette forme de langage si disjonctive, si différente, si décalée par rapport à la banalité du langage courant, voire des clichés en fait du langage quotidien, et qui, ce faisant, vont, je crois, parfois aussi trouver une porte d'entrée vers des questions, elles, plus spirituelles, voire d'ordre mystique. Après, moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je donnais cette formule-là de Max-Paul Fouché, c'est, je le disais, essayer d'avancer sur la ligne de crête. Et quand il dit agnostique, mystique, je trouve que c'est intéressant, parce que l'exploration de ces questions métaphysiques et spirituelles au fil d'un langage et d'un discours poétique
n'impose évidemment pas pour autant se rattacher à telle ou telle tradition religieuse. Et certains vont le faire. Et en réalité, ça va être la quête, par exemple, d'un, je sais pas, même Max Jacob, qui va d'ailleurs se convertir, juif au départ, va se convertir au catholicisme et être vraiment dans une quête de la présence de Dieu. Mais d'autres vont en fait trouver dans ce langage de la poésie, c'est là que je trouve ça intéressant, une forme de spiritualité qui leur permet de tourner autour sans jamais avoir à qualifier. Au fond, ce autour de quoi ils tournent, est-ce que c'est l'être, est-ce que c'est le néant, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est une forme d'esprit, de panthéisme, peu importe ce qu'on veut. Je crois que la poésie laisse suffisamment de place au doute, sans forcément relever du même registre d'ailleurs que le roman et que la littérature de l'imaginaire, qui vont pouvoir inventer toutes sortes de formules possibles et imaginables, mais qu'elles doivent incarner, parce qu'un roman nous emmène d'un point A à un point B. Le poète, il n'a pas à nous emmener d'un point A à un point B, il a à nous balader entre les deux et à nous dire il existe peut-être, c'est ce que dit André Breton, cette espèce un point où se réconcilie le rêve et le réel, un point où quelque part entre la vie et la mort on trouve une forme d'équilibre, mais il est très compliqué de le définir. Donc ce qui est intéressant et qui là encore nous renvoie aussi à une exigence de nature politique, c'est que le poète, parce qu'il crée du doute et du jeu, y compris dans le langage, ne nous impose jamais rien non plus. Et donc laisse ouvert cet espace de dialogue dans lequel on peut s'engouffrer pour aller rêver ensemble, écouter l'autre, se dire qu'il y a parfois des coïncidences, parfois des choses qui relèvent du registre du signe, du fameux hasard objectif des surréalistes, sans avoir à le mettre dans une case qui serait une case religieuse à proprement parler. Oui, bonsoir. Votre intervention est tellement riche, comme le disait M. Perrault, que je crois qu'il y avait l'objet de faire 3 conférences. Aussi, c'est difficile pour moi d'intervenir et en même temps, j'ai tellement de choses à dire. Partons dans toutes les directions, c'est fait pour. J'ai souvent constaté que la poésie était méconnue de la plupart des gens. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure en introduction l'engouement en même temps qu'elle suscite à travers... il n'y a qu'à voir, par exemple, la Maison de la Poésie à Paris, à quel point elle est toujours riche et remplie de spectateurs. Elle est méconnue. J'en suis désolée, quelquefois, à cause de l'enseignement. J'ai souvent demandé à moi j'ai enseigné, j'ai souvent demandé à des jeunes élèves que j'accueillais en seconde, qu'est-ce que c'est pour vous la poésie? Et ils me répondaient, ce sont les récitations. Ouais. Et j'en étais tellement désolée. Parce que c'est bien à la fois d'apprendre des choses par cœur, mais du coup, ils en avaient perdu l'essence, la beauté. Et vous disiez tout à l'heure à quel point il était important d'écouter la poésie. Et moi, j'aimais bien commencer un cours simplement en disant un texte. On n'expliquait pas, on n'en disait rien du tout, juste on l'écoutait. Et on laissait parler les mots et la magie des mots. Et c'est peut-être sur ça que je voulais juste insister. Je pense que pour moi, la poésie, c'est vraiment la magie des mots, la rencontre des mots. Parce qu'évidemment qu'on peut lui donner des tas de rôles. Hein. Peut-être peut-on penser à... vous citiez Hugo, l'encrier brisera les canons, et même si c'est complètement utopique, moi je veux y croire absolument, absolument, que l'encrier brisera les canons. Ça peut être Césaire, ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Je trouve que c'est une merveille, cette phrase-là. Mais en même temps, elle n'a pas forcément de fonction attribuée. Et
je crois que puisque vous parliez de la beauté du monde, moi je pensais à cette phrase de Baudelaire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et je pense, il me semble que c'est là peut-être la simple fonction, si je puis dire, et en même temps elle est immense, de la poésie, que de transformer en beauté ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas beau a priori. Et je crois que c'est vraiment la magie des mots. Et peut-être faire passer l'idée auprès du grand public qu'on n'a pas à comprendre la poésie, simplement à la ressentir, voilà, presque d'abord auditivement, et pourquoi pas seulement comme ça, et puis sensitivement, dans ce qu'elle peut avoir comme raisonnement, raisonnement dans le sens de raisonner. Merci beaucoup, mais je crois qu'effectivement, vous disiez, les élèves se disaient on va me faire apprendre par cœur un poème. C'est pour ça que je parlais au départ de fausses pistes. C'est ça la fausse piste, c'est d'avoir en tête des classiques qu'il faudrait avoir appris par cœur ou dire par cœur, et du coup de s'enfermer là-dedans. Et moi je crois beaucoup au fait que la poésie en particulier, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses dans la vie, mais est le lieu d'une résonance, en effet, mais d'une sorte d'élan qui se fait au fil des rencontres possibles, des rencontres avec quelqu'un ou des rencontres avec un texte. Et que le rôle de passeur des enseignants là-dedans est absolument fondamental, parce que la plupart du temps, et sauf exception familiale, un peu incongrue, c'est là que ça va se passer, et que, ayant entendu un texte, on va peut-être avoir envie d'aller en chercher un autre. Et je parlais de René Collin, mon instituteur du CM2, qui, en effet, ne nous donnait pas du tout de cours théoriques et critiques sur la poésie, et n'exigeait rien d'autre que de dire « Demain matin, je demanderai à quelqu'un qui a envie de lire un texte, de le lire, pas de l'apprendre par cœur et de le resservir en se demandant s'il ne va pas oublier un vers, juste de le lire. » Et en fait, cette petite musique-là distillée tout au long d'une simple année scolaire, mais qui est peut-être une année charnière, celle où on a 9-10 ans et où on commence à se rendre compte qu'à la fois on peut manier le langage, mais qui sert à beaucoup d'autres choses qu'à simplement donner des injonctions, justement, ou faire sens, et qui peut aussi servir à jouer et à transmettre des émotions. Je pense que c'est effectivement la chose la plus importante qui puisse exister. Heureusement, il y a les initiatives individuelles qui persistent, à la fois les enseignants qui savent faire ça. Heureusement, les éditeurs, d'ailleurs, on constate, sont souvent quand même proches du milieu scolaire. Alors peut-être que c'est aussi une question de possibilités matérielles dans l'organisation du temps, de sensibilité personnelle, etc. Mais je crois que c'est pas un hasard. Vous avez par exemple un éditeur qui s'est créé il y a 2 ou 3 ans de ça, qui s'appelle L'Ail des Ours, une toute petite maison. Michel Fievé, c'est un enseignant d'école primaire, c'est un instituteur, passionné de poésie depuis des années, qui un jour se dit je vais franchir le pas, je vais créer un comité de sélection solide pour publier de la poésie qui ne soit pas de la pacotille, etc. Ce que je disais, parce que c'est toujours le risque aussi. Une poésie, ça ne veut pas dire une poésie compliquée, élitiste, ça veut dire simplement une poésie porteuse d'une forme d'intensité ou d'émotion, on le disait, suffisante pour déclencher autre chose chez le lecteur que la lecture du journal quotidien. Et Michel Fievé, il a créé un modèle très intéressant qui est celui de l'abonnement à de tout petits recueils. On s'abonne à 6 recueils, je crois, par an, pour une somme raisonnable. Et voilà, par là, on va explorer des chemins de traverse. Parce que j'oubliais de le dire, l'un des obstacles, quand même, je crois, c'est une question souvent posée, et peut-être qu'on se la pose encore plus quand on travaille dans des institutions qui se préoccupent de choses très concrètes, de finances publiques, etc. Mais, et donc de quantifier les choses. L'une des questions souvent posées, c'est mais comment s'expliquer que la poésie soit si peu présente au niveau du grand public? Il y a, je pense, une piste médiatique, je le disais, c'est-à-dire que déjà que la littérature, c'est la portion congrue, mais entendre parler d'un poète ou d'un auteur de théâtre ailleurs que sur France Culture, et encore assez exceptionnellement, c'est très rare. Il y a un autre obstacle matériel qu'il ne faut pas négliger, c'est que la poésie, c'est cher. Je veux dire par là que si on rentre les recueils de poésie, si on va dans une librairie qu'on n'y connaît absolument rien et qu'on n'est pas un peu aidé ou accompagné par le libraire,
C'est vrai que les livres peuvent être beaux, très beaux, mais on peut mettre 20-25 euros dans un livre qui, en rentrant, va nous décevoir et qu'on aura lu très vite. Et je pense que c'est un obstacle chez plein de gens qui s'interrogent, mais se disent c'est pas pour moi. Et là, il y a un rôle majeur à jouer pour les libraires. Je crois que beaucoup, de plus en plus, ils sont sensibilisés, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore, par exemple, j'ai appris récemment d'un libraire reconverti dans l'édition, qu'il n'y avait quasiment pas dans les écoles de formation et les instituts de formation des libraires de modules dédiés à la poésie qui simplement leur permettent de s'y retrouver, de cartographier, d'accompagner un lecteur qui entre et de lui dire est-ce que vous êtes plutôt porté vers tel ou tel type de sensibilité. Il n'y a pas ça, et ça c'est important. Il y a un rôle majeur des bibliothèques. Parce que vous avez des bibliothèques où, il faut bien le dire, on trouve un rayon minuscule de poésie avec les grands classiques et puis rien de plus. Et puis d'autres qui mettent en avant plein de livres. Et là, pour le coup, c'est le lieu par excellence où le livre, même un peu cher, on peut le feuilleter, on peut l'emprunter et on peut après se repérer là-dedans. Donc je pense qu'il y a quand même, malgré tout, encore aussi des obstacles institutionnels. Mais oui, la porte d'entrée par l'émotion et l'idée qu'on peut se laisser porter au départ par une musique et puis voir après ce que ça indique comme sens, est-ce qu'il en faut un ou pas, elle est essentielle. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises de Jean-Pierre Siméon, mais pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'un des très bons vulgarisateurs aussi aujourd'hui en termes extrêmement simples de ce que c'est que la poésie. Il a écrit d'abord un livre qui s'appelle « La poésie sauvera le monde » au Passeur il y a quelques années, et puis là surtout il vient de sortir un tout petit éloge de la poésie, vous savez, dans cette collection de folios à 2 € qui vous fait un petit éloge du bleu. C'était Zéno Bianu, un autre poète, qui a écrit ça. Là il vient de sortir un petit éloge de la poésie, et où il explique ça très très bien, c'est-à-dire que c'est ce lieu du décalage, je disais, l'hésitation prolongée entre le son et le sens, qui, simplement par le fait que ça se décale, surprend suffisamment pour obliger à faire un pas de côté. Et alors, le pas de côté, il n'est pas dit qu'on doive le faire dans telle ou telle direction. Il n'y a aucune injonction à le faire à droite plutôt qu'à gauche, en haut plutôt qu'en bas. Peu importe, le simple fait de l'avoir fait ouvre un espace pour l'émotion, et dans cette émotion, peut-être quelque chose qui commence à ressembler aussi à de la pensée critique, et en retour à regarder ce qui, dans le langage plus courant, plus commun du journal, des médias, etc., est en fait d'une vacuité abyssale dont on n'avait pas encore mesuré la profondeur quand on n'avait pas vu qu'autre chose était possible et envisageable. Tout ce que vous avez exprimé ce soir au cours de cette rencontre, notamment sur la poésie, bien sûr, la beauté, l'émotion, la vie sociale, me fait penser et me conduit directement vers les neurosciences, la neurobiologie, et notamment un écrivain, enfin un spécialiste des neurosciences, qui exerce encore, qui a écrit plusieurs livres, dont l'un se rapproche de ce que vous avez dit tout au long de cette soirée. C'est Antonio Damasio. Et ce livre auquel je pense, il en a écrit plusieurs, c'est Spinoza avait raison. D'accord. Ouais. Et dans ce livre, si vous voulez, on apprend beaucoup sur le rôle des émotions, sur le cortex, sur le cerveau, sur l'homme, sur l'être humain. Et finalement, la poésie fait partie de ce qu'il exprime, de ce qu'il dit et de ses conseils pour une vie meilleure. Merci beaucoup. Alors c'est un livre que je ne connais pas, je connais Damasio de nom, mais je vais le lire. Mais surtout, le titre, déjà, dit beaucoup, parce qu'effectivement, Spinoza a beaucoup tourné autour de cette idée d'une connaissance du troisième type, qui est une connaissance en fait intuitive, qui permet à un moment donné, dans cet éclair, dans cette illumination, dans cette évidence qui s'impose de tenir ensemble et la raison et l'imagination. Donc très intéressant cette piste, effectivement. Si en plus on peut lui trouver un substrat matérialiste et cérébral, c'est passionnant. Je l'ai acheté il y a des années et je le relis régulièrement quand je cherche à mieux comprendre quelque chose.
Merci beaucoup, je pense que c'est une très belle piste. Alors moi, j'ai une question pour la poète, et qui tourne autour de ce qu'on a abordé dans la poésie. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de ne pas comprendre certaines choses. Et dans un recueil de poèmes, il arrive qu'on tombe sur des choses qui sont absolument incompréhensibles et qui pourtant, on sent bien que le sens vient de là. Et ça peut rester tout le temps mystérieux et ça va irriguer toute l'œuvre. Et puis un jour, on va comprendre quelque chose, peut-être de façon juste, peut-être de façon tout à fait erronée. Est-ce que, en tant que poète ou que poétesse, comme vous préférez, il y a cette recherche d'une vérité qui ne se laisse pas saisir finalement? Bon, alors c'est une passionnante question qu'on peut prendre par plein de bouts. On peut le prendre en effet sous l'angle du lecteur et puis aussi sous l'angle de celui qui écrit. D'abord, alors je vais commencer, mais très brièvement, juste par l'angle du lecteur. Moi, je retrouve ce que vous décrivez aussi dans une autre forme d'expérience qui étonnamment on rapproche un peu par certains aspects, même si c'est peut-être moins vital et moins essentiel, mais ça consiste à lire dans une langue étrangère. Et quand on lit, mais même pas que de la poésie pour le coup, la poésie a fortiori, j'ai envie de dire, mais même un roman ou un texte de littérature classique en anglais ou en allemand ou en espagnol, si on pratique un peu, mais qu'on n'est pas bilingue pour autant, on se retrouve aux prises avec cette forme de jubilation qui allie le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout maîtriser, que si on s'arrête à chaque mot inconnu pour aller dans le dictionnaire, on va casser l'élan et on ne tiendra pas 3 pages, et en même temps d'évidence qu'évidemment il y a quelque chose derrière, là, qu'on va finir par atteindre ou par toucher du doigt. Et d'ailleurs, en effet, très souvent, à la 10e page, on s'aperçoit qu'on a compris ce qui était dit ou signifié à la 3e ou 4e page, parce que le contexte l'a éclairé. Et c'est une expérience, je trouve, assez semblable à celle, en effet, de la lecture de poésie dans sa langue maternelle. Alors, je crois aussi que ce qui nous touche comme lecteurs de poésie dans cette affaire de l'incompréhension et cette joie à avancer sans comprendre tout, c'est que ça nous force à nous installer dans ce lâcher-prise, espèce de notion là, de développement personnel un peu facile, mais qui en fait laisse entrer... Vous savez, j'aime bien, ça, c'est une autre image que je trouve magnifique, Leonard Cohen, le chanteur Leonard Cohen, qui est aussi un immense poète en réalité, dans l'une de ses chansons, dit « There is a crack in everything, that's how the light gets in ». Il y a une fissure, il y a une faille dans toute chose, c'est par là que la lumière entre. Et en fait, je crois qu'on a besoin à un certain moment de l'existence, et que c'est de plus en plus compliqué pour plein de raisons tenant au monde dans lequel on vit, d'arrêter d'être assailli par des sollicitations extérieures qui s'imposent à nous avec l'urgence d'une injonction de la chose à faire évidente, immédiate, qui a un sens très matériel et très concret, et de recréer de la place pour la faille et pour la fissure dans laquelle éventuellement peuvent rentrer plein de choses, pas que de la lumière d'ailleurs, mais bon. Et c'est pour ça qu'on en a besoin aussi de cette poésie et que ça ne nous dérange pas forcément. Si justement on entre comme ça dans un univers où tout n'est pas immédiatement à portée de main parce que ça nous fait beaucoup de bien. Alors, du point de vue maintenant de l'écriture, c'est là qu'il y a un travail d'équilibriste ou de funambule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans l'écriture de poésie, qui en effet n'a rien à voir pour le coup avec le reste, avec l'écriture de romans ou d'essais, qui se rapproche presque, on peut écrire un essai dans un état d'esprit proche de celui dans lequel on écrit un rapport, même administratif. Mais l'écriture de poésie, elle, induit une forme de confiance accordée au pouvoir magique et musical des mots. Et on écrit, je crois aussi, de la poésie parce qu'on a envie de se permettre de suivre ce mouvement-là sans savoir exactement où il va nous mener. La seule chose, c'est que je crois que c'est aussi un mouvement un peu dangereux, entre guillemets, parce qu'il peut nous emmener très très loin des autres, et très très loin finalement du commun des mortels. C'est là que je disais que l'écriture automatique a quelque chose de fascinant, et c'est pas pour rien qu'elle a
tellement occupé les poètes au moment où la psychanalyse aussi, elle est occupée le devant de la scène, et parce que elle utilisait les mêmes outils, ceux du rapport entre l'inconscient et le langage, et que en fait écrire, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont fréquenté parfois un cabinet de psychologues savent très bien qu'il y a des outils d'exploration de l'inconscient ou des blocages intimes qui relève de la poésie. On vous demande de sortir tous les mots qui vous viennent à l'esprit ou de suivre le trajet d'une image. C'est le propre de l'hypnose. Et en fait, une séance d'hypnose peut ressembler à un atelier poétique, de manière assez singulière, mais assez évidente. Le risque, c'est de s'enfermer dans quelque chose qui, au fond, ne concerne plus que soi. Alors, c'est pas forcément un risque, on peut très bien le faire, c'est un jeu, ça peut être une manière de se reconstruire. Et c'est pour ça que ça a tant d'importance, la poésie, souvent dans la trajectoire de gens qui ont pu, à un moment donné ou à un autre, être atteints aussi par des deuils, par des brisures, des cassures de la vie. Mais à partir du moment où on veut donner à lire, c'est une démarche un peu différente, où on veut partager, où on veut publier. Je crois que là, il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir un pont. Et qu'au fond, ce pont-là, si on le perd trop de vue, alors c'est pas très grave, on peut toujours publier, donner à lire. Il suffit d'aller au marché de la poésie pour se rendre compte que c'est le cas. Simplement, la conjonction, ce moment de rencontre, ne va pas forcément s'établir. Parce que si on va trop loin dans les tréfonds intimes, liés à une histoire que soi-même, d'ailleurs, on ne maîtrise même pas et dont on ne connaît pas encore les tenants, les aboutissants, il y a peu de chances d'atteindre l'eau. Tout ça va se passer de manière extrêmement éphémère. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je disais, je suis un peu revenue, entre guillemets, d'une tendance qui, je crois, est très naturelle, alors peut-être à l'adolescence, mais même quand on commence à écrire de manière générale, de la poésie, j'insiste, à l'hermétisme, à l'ésotérisme. En plus, c'est une manière aussi de s'abriter derrière quelque chose. Parce qu'on se dit, voilà, la poésie n'a pas à faire sens, alors si elle n'a pas à faire sens... débrouillez-vous avec ce que j'ai écrit. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que ça veut dire. Débrouillez-vous. Et c'est, je crois, un peu facile. Et donc, il faut avancer sur cette ligne de crête, c'est-à-dire rester assez proche des sources vives, intimes, profondes, qui irriguent la poésie, sans quoi ça n'est plus qu'un exercice formel. Et en même temps, se rappeler que... c'est une main tendue vers l'extérieur. Et bon, donc, et je crois qu'il y a ça d'ailleurs dans les lettres à un jeune poète de Rilke qui sont très très belles. Il y a cette idée qu'on ne peut écrire, enfin qu'on ne devrait, c'est très différent, qu'on ne devrait écrire, ou en tous les cas donner à lire aux autres, que si ce que l'on écrit est absolument impératif et nécessaire, enfin que si on ne pouvait pas ne pas écrire, plus exactement. Je crois que c'est une discipline que, effectivement, il n'est pas évident de s'imposer. Si on se l'imposait plus naturellement et plus facilement, il y a une grande partie de la production littéraire et poétique contemporaine qui disparaîtrait dans des abîmes à l'instant. Le marché de la poésie serait drastique. Voilà. Alors, si on est mais voilà. Donc, si on écrit que ce qu'on a absolument besoin d'écrire. D'où le fait, par exemple, en termes très pratiques, que moi, par exemple, je ne me suis jamais imposée pour la poésie de discipline d'écriture, au sens où je ne comprends pas qu'on le fasse pour la poésie. C'est-à-dire, je comprends qu'on le fasse pour une œuvre poétique, pour un roman, si on ne s'attelle pas de manière assez régulière à l'ouvrage, avec un plan, etc. Bon, en fait, on n'y arrive pas. J'ai essayé de laisser faire les choses, ça ne se fait pas. Donc, il y a un moment où il faut se l'imposer. En revanche, je ne conçois pas de me dire chaque matin à 8h30 ou chaque soir à 22h, je vais me mettre devant une page blanche et attendre que quelque chose vienne. Ça ne peut pas marcher. Et donc j'attends d'une certaine manière que quelque chose s'impose, surgisse et soit là, nécessaire, immédiat, ce qui fait d'ailleurs, je ne devrais pas le dire devant un éminent collègue, que ça peut arriver au beau milieu de l'écriture d'un rapport. Vous êtes à votre bureau à la cour, vous dites non mais c'est pas possible, ce que je viens de faire là, qui n'a qu'un intérêt très ponctuel et évidemment partagé avec d'autres, mais enfin qui aura disparu dans 4-5 ans et aura été emblématique. Et là par contre je tiens quelque chose, et ce quelque chose que vous tenez, ça peut être une formule, une simple image
ou une simple allitération qui vient de s'imposer à vous, une espèce de raisonnement, et on se dit, il faut que je parte, et ce fil-là, il faut que je le suive. Et après, il faut tirer sur le fil, et après, la part du retravail, pour ce qui me concerne, là encore, c'est pas universalisable, c'est, ayant fini, se relisant, de se dire, qu'est-ce que ce fil, il me menait où? Est-ce qu'il allait dans une direction que je reconnais moi-même comme ayant quand même une destination quelque part? Parce que parfois, en fait, on se rend compte qu'on était juste épuisé, fatigué, qu'il y avait des mots qui dansaient, qu'ils avaient envie de faire leur petite danse, mais que c'était une danse sans conséquence, en fait, et que c'est très bien, mais enfin, on va ranger le truc, et puis on va pas affliger ça aux autres. Et puis parfois, on se dit, mais là, en fait, j'ai réussi, sans le vouloir et presque sans le savoir, à découvrir une analogie qui est peut-être intéressante. Et c'est comme ça qu'on va après, ensuite, essayer de construire un poème, voire un ensemble de textes, voire un recueil. Voilà. Alors, une question, non? Oui, ce sera une question très simple. Nous avons vu l'importance. Merci. Nous avons vu l'importance des mots dans la poésie. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, dans la multitude que nous sommes, les mots ont diminué de nombre. Ah, oui. Ont peut-être changé de sens, ne sont pas compris par tous. Peut-on faire de la poésie aujourd'hui? De la poésie d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Alors, j'espère que oui. Mais il est vrai que ça pose deux questions. Ça pose la question de à qui s'adresse-t-on quand on fait cette poésie? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas de plus en plus vers une petite élite fascinée par les mots, s'adressant à une petite élite capable de les comprendre? Et ça pose la grande question politique, c'est là qu'on y revient, qui est celle de l'éducation, effectivement, et qui est celle... Alors, après, le diagnostic de l'appauvrissement du langage... Alors, de l'appauvrissement du langage qui mène à un appauvrissement de la pensée, ça, je crois que c'est clair, c'est partagé, c'est bon. Mais en revanche, le diagnostic, en effet, d'une tendance absolue vers l'appauvrissement du langage, je ne sais pas si on peut le faire. Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est des reconfigurations, des recompositions. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu ces mouvements cycliques de toute façon dans l'histoire de toute langue? Ce qu'on voit quand même... c'est ce que j'évoquais très rapidement en introduction, quand je parlais des différents champs de la poésie, c'est que de manière très étonnante, un peu affligeante parfois sur la forme, mais très rassurante d'une certaine manière, la poésie n'est pas du tout absente de réseaux sociaux où le langage n'est pas d'une extrême richesse. Au contraire, il y a des gens qui s'en revendiquent, qui ont envie d'en faire, qui découvrent parfois avec une naïveté confondante, mais c'est pas très grave, que assembler des mots ensemble, ça crée des choses extraordinaires. Et même s'ils partent d'un peu loin, ils abandonnent quand même pas l'idée que finalement, il peut exister des formes qui vont provoquer quelque chose par leur réception, par des gens qui s'y attendaient pas du tout. Et donc, je ne sais pas s'il faut être complètement désespéré de ce point de vue. Je crois pas. En plus, il y a des exceptions, des rebonds, des sursauts. Je participais à une table ronde sur ce sujet il y a au cours du printemps des poètes, là, il y a quelques semaines, où des éditeurs présents disaient qu'ils avaient eu d'excellentes surprises. Alors, qui peuvent venir en particulier, par exemple, de romanciers qui se mettent à la poésie et qui, du coup, attirent un nouveau public qui se dit, bon, puisque je l'aime pour ses romans, je vais voir ce que vaut la poésie. Et donc, en fait, il y a des espaces dans lesquels je crois que la poésie peut se glisser. Elle prendra peut-être aussi, en effet,
des formes un peu différentes. Elle se moquera potentiellement de la rigueur orthographique, mais elle continue. Moi, je crois beaucoup à l'idée d'une survie souterraine de tout ce qui, en apparence, n'irrigue plus le débat collectif ou n'occupe pas le terrain médiatique, mais qui, en fait, quand même, continue de nourrir les gens. Vous le voyez d'ailleurs même dans des exemples plus éloignés du terrain français. Par exemple, si on regarde un pays comme l'Iran, pourquoi la poésie occupe aujourd'hui encore, y compris dans le discours de gens qui ont une idéologie extrêmement fermée, extrêmement radicale, mais une place étonnante parce qu'ils vont démarrer leur discours, ou quand ils vous reçoivent, il se trouve que j'ai fait une mission en Iran pour la Cour des comptes il y a quelques années, et des gens de l'Assemblée nationale ou de la Cour des comptes iranienne, construite sur le modèle français napoléonien, étonnamment, commençaient leur introduction en citant du Hafez ou Omar Khayyam ou Saadi, les grands poètes persans. Et Omar Khayyam, en fait, vous savez qu'il y a toute une controverse et une interprétation possible pour savoir si, en fait, c'était un grand poète libertaire, voire libertin, ou un mystique. Et la question de savoir si, quand il parlait de l'aimer homme ou femme, c'était un miroir de Dieu, ce qui passe très bien et qui permet aujourd'hui de continuer à le lire et à vendre ses livres, ou si c'était au fond une référence très matérielle, amoureuse, à une relation humaine. Je crois que s'il y a une telle force aujourd'hui encore de la poésie en Iran, dans le peuple, et pas que chez ces élites qui vous reçoivent, mais aussi chez des gens qui en fait se réfèrent assez naturellement comme à des proverbes à un poème de Hafez, c'est parce qu'il y a une puissance subversive, souterraine, de ce que disent justement ces textes qu'on ne peut plus dire si on l'écrit évidemment dans un journal. Et donc je suis quand même plutôt optimiste globalement sur l'avenir d'une politique de la beauté, même sur un terreau où il y a évidemment beaucoup de choses à faire en matière d'éducation et de rapport au langage pour qu'on continue simplement à se comprendre les uns les autres. Je crois qu'on arrive au bout et je voulais finir par juste la parole du poète. On a démarré avec Marguerite Yourcenar, on va finir avec Jean-Pierre Siméon. Juste un texte très court mais que je trouve particulièrement beau. Je crois à une politique de la beauté. Elle serait devant les êtres et les choses, non pas seulement le mot juste, mais son frisson de feuillage sous l'averse. Une loyauté du cœur, une délicatesse devant la mort, comme la précaution du chat devant la coupelle de lait. La beauté qu'il nous faut n'est pas une forme, une vie arrêtée dans son bond, ce geste froid qui nous éloigne de la crête et de l'abîme. Elle commence avec le silence. Une pensée qui s'ouvre en nous comme une fleur en sa naissance. La beauté audacieuse n'a qu'une loi, elle exige de l'homme la probité des fleurs. Que dire après Adeline et que dire après un texte aussi magnifique, si ce n'est qu'on a envie de le relire tranquillement et de le réentendre, et ça vaut pour l'ensemble de la conférence. Alors, la bonne nouvelle, je vous le dis, vous l'avez peut-être pas remarqué, c'est que vous allez pouvoir la regarder, puisque grâce à Valérie Menonto, que je remercie à cet instant, nous tous qui sommes ici, et surtout tous ceux qui ne sont pas là, et qui le regrettent, beaucoup me l'ont dit, vont pouvoir, parce qu'elle sera mise en ligne, comme toutes les manifestations de notre université citoyenne, réentendre, et franchement elle le mérite par sa densité, cette conférence tout à fait exceptionnelle. Vous avez vu la chance que nous avions ce soir d'accueillir quelqu'un qui à la fois écrit de la poésie et réfléchit avec ce degré de richesse et de référence sur la poésie. Moi, quand j'ai pensé à inviter Adeline, et je la remercie encore parce qu'elle a instantanément accepté, c'était dans cette salle il y a quelque temps, au temps du confinement, on évoquait tout à l'heure en souriant, pris toutes les précautions, on était en quinconce, on osait à peine enlever nos masques, etc.
Et Adeline a immédiatement accepté de venir ici. J'avais en tête la formule d'Hölderlin, que j'aime beaucoup, d'ailleurs titre d'un très beau livre, « Habiter poétiquement le monde ». Habiter poétiquement le monde. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire les uns et les autres. Et s'il y a une conviction commune qui nous rassemble tous ce soir, parce que tu as vu, ici tu as des professeurs ou des anciens professeurs, tu as la composante littéraire de notre conseil scientifique, tu as des présidentes ou des membres très actifs d'associations littéraires, tu as le fondateur du Café Philo, qui est un de tes lecteurs, qui est là, Philippe, et tu es aussi correspondant de l'Académie des sciences. Enfin bref, tu as une richesse humaine qui te donne un petit peu un échantillon de ce qu'est Marly, dont j'ai la faiblesse de penser, dans la diversité des parcours humains, ils sont ici extrêmement riches, je ne peux pas les évoquer tous parce que je frôlerais l'indiscrétion, et en même temps, j'aurais tellement envie de le faire parce que ça enrichirait tellement chacun d'entre nous d'en savoir un peu plus sur son voisin. Mais ça, c'est le secret des rencontres et des conversations. Ce que je veux dire, c'est que quand j'avais cette formule à l'esprit et quand je t'ai lancé cette invitation, j'avais une petite idée en tête dont nous avons parlé et pour laquelle Adeline m'a déjà donné de très précieux conseils. Et je vous la livre ce soir parce que Emmanuel Rampazzo, qui est là, qui est maire chargé de la culture, en a la garde et s'en occupe déjà très activement. Mais elle aura besoin du concours de vous tous et autour de vous, de ceux à qui vous penserez comme étant des hommes et des femmes ressources pour ce beau projet, parce que tu as aussi des représentants d'une association qui s'appelle Vagabondage, qui est une association qui régulièrement, dans les rues de Marly, déclame de la poésie, y compris le jour de la fête de la musique et de la poésie, on en parlait tout à l'heure ensemble. Ce projet, c'est celui de créer à Marly, peut-être dès 2023, un festival de la poésie. Parce que je pense que notre ville s'y prête, et parce que je pense que, comme tu nous l'as très bien fait sentir, et comme chacun de nous ici en avons l'intuition, l'espérance, mais peut-être la conviction, je crois qu'il y a un vrai besoin de poésie dans notre monde. Et au-delà de la place que font ou pas les médias, qui évidemment est trop réduite, au-delà de tout ce que nous savons qui apparaît comme des vents contraires, je crois qu'il y a un creux quelque part, et que ce creux, la poésie peut contribuer à le combler, d'abord à l'identifier, et puis ensuite à faire en sorte qu'on se rapproche un peu, j'allais dire, de cette nappe phréatique que nous avons chacun en nous. Il y a, tu as parlé évidemment de la politique et des politiques. En t'écoutant, je me disais qu'on pourrait presque faire une lecture par la poésie de nos présidents déjà de la Ve République. Et comme par hasard, on s'apercevrait que ceux qui ont laissé la trace la plus profonde sont ceux qui avaient le rapport le plus intime avec la poésie. Et ce rapport, il pouvait être très connu. Évidemment, on pense à Georges Pompidou, à son anthologie, à la préface de son anthologie, qu'il faut relire. Toutes les anthologies sont intéressantes, mais la préface de l'anthologie de Georges Pompidou mérite qu'on la relise. À quel point il disait combien la poésie est partout, justement. Évidemment, on pensera tout naturellement aussi à François Mitterrand. François Mitterrand qui écrivait tout le temps. Tu nous disais qu'il t'arrivait d'écrire au milieu d'un rapport. Lui, où qu'il fût dans le monde, dans quelques circonstances que ce fût, si tout d'un coup il avait envie d'écrire à Anne, les lettres à Anne, ou le journal pour Anne, ou envie de se replonger dans la vraie passion de sa vie qui était la littérature, lui qui, comme Max Paul Fouché d'ailleurs, était un agnostique mystique. Là-dessus, il y a un parallèle saisissant entre eux. Il le faisait, et je pense que ce n'est pas par hasard qu'il a touché aussi en profondeur les Français aussi longtemps. Il y en a un dont on le sait moins. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui se passe dans son bureau à l'hôtel Matignon. Quand il est Premier ministre, il a été Premier ministre 2 fois, puis il a été Président de la République, donc ça vous met un peu sur la piste, surtout si je vous dis qu'il a été réélu. Il s'appelle Jacques Chirac. Quand il était Premier ministre, il avait dans son bureau un secrétaire, et chaque fois que quelqu'un rentrait dans son bureau et que ce secrétaire, par hasard, restait ouvert, il se précipitait pour le fermer. Donc vous imaginez les imaginations qui se déchaînent. Et puis, un jour, le jour où il démissionne de ses fonctions de Premier ministre, c'est le 25 août 1976, il est en train de faire une des choses qu'il aimait faire, il dédicace des photos pour ses collaborateurs,
Et puis sa secrétaire lui dit, vous savez, M. Barre va pas tarder à arriver, il va falloir changer. Et donc, il ouvre le secrétaire, et on s'aperçoit à ce moment-là que c'était un secrétaire qui était garni de recueils de poésie. Parce que Jacques Chirac, qui a fondé la Maison de la Poésie à Paris, avait lui aussi cette relation très forte avec la poésie. Et je crois qu'il y a deux endroits où on peut utilement s'occuper de poésie du point de vue politique. C'est sur le plan national. Je pense que c'est vraiment un des rôles du président de la République, pas d'écrire des poèmes, tu l'as dit, mais de faire une place à la poésie. J'espère que notre actuel président en est. On ne peut pas avoir de certitude, mais on ne peut pas avoir de certitude contraire. Et notamment à travers le choix de sa nouvelle ministre de la Culture, on en parlait tout à l'heure, qui, comme vous l'avez vu, est une figure, elle aussi, très orientée vers la littérature et notamment vers la poésie. Et puis c'est le niveau local. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à Marly, c'est ce qu'on fait déjà, grâce à vous tous. Et je crois qu'on va essayer de le faire encore plus ensemble, pas du tout pour caporaliser je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais au contraire pour essayer de créer des ponts déjà entre nous et puis de faire en sorte que cette appétence pour la poésie qu'on a et que la soirée de ce soir n'a fait qu'aviver, je crois en nous tous, eh bien on lui donne ensemble une dimension nouvelle à partir de l'année prochaine. Et donc merci à Adeline de nous avoir stimulés dans cette direction qui, je le crois profondément, est la bonne. Merci beaucoup.